J'ai la schizophrénie et ma belle-sœur n'arrête pas de me chuchoter des choses dans le but de me faire perdre la tête. Ma femme est de son côté, j'en suis convaincue. Depuis que ma belle-sœur a emménagé chez nous, elle essaie de me faire sombrer. Elle a commencé à me chuchoter des mots et quand je lui demandais ce qu'elle disait, elle feignait l'inquiétude et prétendait n'avoir rien dit. Je suis persuadée que c'est elle parce que ses voix n'apparaissent qu'en sa présence. Avant qu'elle arrive, cela faisait très longtemps que je n'avais pas connu ce genre d'épisode. Il a fallu plusieurs mois de ces murmures insidieux pour que je vive mon premier effondrement. Cette nuit-là, je pleurais en silence dans notre lit en me répétant que ce n'était qu'elle, que je n'étais pas fou. Mais après une deuxième crise, survenue quelques semaines seulement après la première, j'en ai parlé à ma femme, Clara. Quand je lui ai dit, elle m'a regardée avec inquiétude. Pas parce qu'elle suspectait sa sœur, non, parce qu'elle s'inquiétait de ce qui m'arrivait à moi. Elle n'a cessé de me répéter que sa sœur ne ferait jamais une chose pareille, que Nadia n'avait aucune intention malveillante. Mais ces mots ne m'ont pas apaisée. Au contraire, ils m'ont mis encore plus sur les nerfs. Les chuchotements que j'entendais quand Nadia était là me semblaient bien trop naturels, bien trop fréquents pour être des coïncidences. J'ai commencé à la surveiller de plus près. J'ai remarqué qu'elle marmonnait souvent quand elle croyait être seule et qu'elle restait parfois figée dans l'embrasure des portes, l'air perdu dans ses pensées. J'ai commencé à faire attention à tous les sons dans la maison, à tendre l'oreille, espérant capter une phrase, un mot, quelque chose qui prouverait que je n'imaginais pas tout. Mais plus j'écoutais, moins je comprenais. Des bribes, sans queue ni tête. Clara, de son côté, perdait patience. Elle me voyait m'enfermer dans cette obsession, me replier sur moi-même, et son exaspération grandissait. Les mois passaient. Je prenais correctement mon traitement, je voyais mon psychiatre régulièrement, mais les murmures, que j'étais persuadée d'entendre de la part de Nadia, continuaient. Mon médecin avait modifié plusieurs fois ma médication pour essayer de calmer ce qu'il qualifiait d'hallucination auditive. Rien n'y faisait. Chaque changement me donnait un mince espoir, vite écrasé par la persistance des chuchotements. Plus je les entendais, plus je scrutais Nadia. Ses moindres gestes, ses regards furtifs, chacun de ses murmures devenait une preuve de plus à mes yeux. Preuve qu'elle cherchait à briser ma santé mentale. J'étais certain qu'elle murmurait juste assez fort pour que je l'entende, mais jamais assez clairement pour que je puisse la confronter. Clara me regardait sombrer, et je sentais que son inquiétude grandissait. Au début, elle mettait tout sur le compte de ma maladie. Elle faisait entièrement confiance à sa sœur. Mais à mesure que mon obsession grandissait, la tension dans la maison devenait insupportable. Clara se retrouvait déchirée entre sa fidélité à sa sœur et son devoir de me soutenir. Et puis, un soir, tout a basculé. En passant dans le couloir, je l'ai entendu. Un chuchotement plus net que jamais. Incontestablement, c'était Nadia. Une simple phrase, murmurée avec une douceur sinistre. Assez forte pour être entendue, pas assez pour être comprise. Mon cœur s'est emballé. J'ai tourné dans la cuisine d'un pas vif, le souffle court. Nadia s'y tenait, un verre d'eau à la main, l'air de rien, comme si de rien n'était. J'étais à bout. Je ne pouvais plus garder ça pour moi. Je lui ai crié dessus. Je lui ai dit d'arrêter de faire semblant, d'admettre que c'était elle qui me chuchotait ces choses. Et je lui ai demandé pourquoi. Pourquoi elle faisait ça, ce qu'elle espérait gagner. Elle a fait comme si elle ne comprenait pas ce que je disais, puis s'est mise à pleurer. Elle a éclaté en sanglots avant de s'enfuir de la maison. J'ai tout de suite su qu'elle allait appeler Clara, et la panique m'a saisie. Clara déteste qu'on l'appelle pendant son travail. Je n'osais imaginer à quel point elle serait furieuse en découvrant que j'avais confronté les murmures. Jess n'est pas rentrée avant que Clara ne se gare dans l'allée. Mon cœur s'est mis à battre plus vite, rien qu'en pensant à ce que Nadia avait pu lui dire. Si elle était capable de mentir à propos des murmures, de quoi d'autre pouvait-elle mentir, me suis-je demandé. Clara est entrée dans la maison, l'air perdu, et m'a dit qu'elle avait du mal à comprendre tout ce qui se passait. J'ai essayé de lui raconter ma version, mais elle m'a demandé de la laisser terminer. Elle a expliqué que ça lui brisait le cœur de me voir souffrir, mais que c'était tout aussi douloureux d'entendre des accusations aussi graves contre Nadia. Quand j'ai tenté à nouveau de lui dire la vérité, elle m'a interrompu en disant qu'elle ne voulait pas qu'on perde ce qu'on avait à cause de quelque chose qui, peut-être, venait de ma maladie et nous égarait. Pendant toute cette conversation, Nadia était derrière elle, en pleurs, hochant la tête pour approuver chaque mot. Je n'arrivais pas à croire jusqu'où elle poussait ce mensonge. Qu'est-ce qu'elle avait à y gagner? Tout cela me semblait être un jeu cruel et tordu qu'elle orchestrerait dans l'ombre. J'ai hoché la tête et je n'ai rien ajouté. J'ai senti que si je parlais à ce moment-là, ce serait sous le coup de la colère et Clara ne m'écouterait pas vraiment. J'ai attendu le lendemain, une fois calmée, pour parler de Nadia à Clara. J'ai essayé de lui expliquer ce que je vivais, à quel point les murmures me rongeaient. Clara m'a écoutée,
mais a fini par dire que mes problèmes étaient trop complexes pour qu'on puisse les gérer seul. Elle pensait que j'avais besoin d'une aide plus spécialisée que ce que le cadre familial pouvait offrir. L'idée d'être admis dans une unité psychiatrique m'a profondément secouée. Cela semblait être une mesure extrême, mais c'était aussi une façon de reconnaître la gravité de mon état. Être envoyé loin d'elle, dans un hôpital, me donnait l'impression qu'elle m'abandonnait. Je ne voulais pas y aller, et quand j'ai essayé de le lui dire, ça a déclenché une violente dispute. On tenait tous les deux à nos points de vue, sans pouvoir trouver un terrain d'entente, et cela n'a fait qu'empirer les choses. Plutôt que de continuer à crier, j'ai décidé de me taire et de réfléchir à une autre manière de lui montrer ce que je voyais. Si seulement Clara pouvait remarquer certaines des choses étranges que faisait Nadia, peut-être comprendrait-elle enfin pourquoi j'étais aussi bouleversée. Durant les jours suivants, j'ai observé Nadia de près à chaque fois qu'elle était là. La plupart du temps, elle paraissait normale, mais parfois, elle faisait des choses curieuses. Elle murmurait toute seule ou s'arrêtait net, comme si elle écoutait quelque chose que personne d'autre n'entendait. Chaque fois que Nadia agissait bizarrement, j'essayais de faire en sorte que Clara soit là pour le voir. Je ne disais rien, j'espérais simplement qu'elle commencerait à remarquer d'elle-même. Mon but n'était pas de lui faire peur, ni d'espionner Nadia, mais seulement d'aider Clara à voir ce qui me perturbait autant. Peu à peu, Clara a commencé à garder un œil plus attentif sur Nadia, repérant de plus en plus ses comportements étranges que je lui avais signalés. Les murmures à voix basse et les silences soudains de Nadia devenaient de plus en plus évidents. Je voyais bien que le scepticisme initial de Clara s'effaçait. Elle commençait à croire qu'il se passait vraiment quelque chose d'inhabituel. En constatant ce changement, j'ai décidé de passer à l'étape suivante. J'ai commencé à filmer les comportements étranges de Nadia avec mon téléphone. Je voulais capturer des instants qui pourraient prouver qu'elle murmurait volontairement. Chaque fois que Nadia adoptait un comportement étrange, je l'enregistrais discrètement. J'ai ainsi rassemblé plusieurs enregistrements où on la voyait parler à voix basse toute seule, s'interrompre en pleine tâche, comme si elle écoutait quelque chose, ou encore bouger les lèvres sans produire le moindre son. Un soir, après une journée particulièrement éprouvante, je suis allée dans la salle de bain pour me laver de cette journée harassante. Les murmures étaient incessants depuis mon retour à la maison et j'avais besoin d'un moment de répit. J'ai posé mon téléphone sur le rebord du lavabo sans me rendre compte qu'il continuait à enregistrer pendant que j'essayais de rassembler mes pensées. Et alors que je restais là, les murmures ont recommencé. Mon cœur s'est mis à battre à tout rompre. J'avais l'impression que Nadia se trouvait juste derrière la porte, chuchotant dans ma direction. J'ai tenté de me concentrer, d'attraper un mot, une phrase distincte, mais les sons restaient trop diffus pour que je comprenne quoi que ce soit. Après quelques minutes, j'ai quitté la salle de bain. Les voix se sont tues aussi soudainement qu'elles étaient apparues. J'ai repris mon téléphone, mettant fin à l'enregistrement sans trop y penser. Ce n'est que plus tard, en visionnant la vidéo dans un élan désespéré de trouver une preuve, que j'ai fait une découverte bouleversante. Sur l'enregistrement, on entendait la porte de la salle de bain grincer doucement. Puis les bruits sont revenus, plus nets cette fois, et il n'y avait aucun doute. C'était bien la voix de Nadia. Elle murmurait juste de l'autre côté de la porte. Mon cœur battait la chamade, tandis que j'écoutais. J'ai repassé l'enregistrement, encore et encore, pour m'assurer que je ne rêvais pas. Je n'avais plus aucun doute. Nadia chuchotait pour me tourmenter. Et désormais, j'en avais la preuve. Cette révélation m'a foudroyée. Je n'étais pas en train de perdre la tête. Quelqu'un cherchait délibérément à me faire croire le contraire. Et maintenant que j'avais cette nouvelle preuve, je savais que c'était exactement ce qu'il me fallait pour convaincre Clara que je n'étais pas fou-folle. Et enfin, reprendre le fil de ma thérapie avec mon psychiatre. Ce que je vivais était bien réel. Les chuchotements de Nadia n'étaient pas le fruit de mon imagination. J'ai décidé de rassembler encore plus de preuves dans les jours qui ont suivi. Finalement, un soir, lorsque j'ai eu assez de courage, j'ai montré les enregistrements à Clara. Elle a regardé attentivement, son expression passant de l'inquiétude à la stupeur en découvrant les vidéos. On y voyait Nadia marmonner en cuisinant, s'interrompre brusquement en pleine conversation ou encore parler tout bas à quelqu'un qui n'était pas là. Le visage de Clara a blêmi à mesure qu'elle réalisait ce qu'elle voyait. Je sentais la tension entre nous s'alléger. Nous étions enfin sur la même longueur d'onde. Ensemble, nous avons décidé de confronter Nadia avec ses preuves. Le soir suivant, après le dîner, nous avons demandé à Nadia de nous rejoindre dans le salon. Clara a commencé calmement, exprimant son inquiétude pour Nadia et évoquant les comportements étranges que nous avions observés. Nadia semblait nerveuse alors que je lui montrais les enregistrements. Peu à peu, son masque s'est fissuré, ses mains tremblaient, ses yeux fuyaient les nôtres. Après avoir vu les vidéos, elle a fini par s'effondrer. Quand Clara lui a laissé une chance de s'expliquer, sa voix n'était plus qu'un souffle. Elle a admis avoir chuchoté devant la porte de la salle de bain, dans la cuisine
pendant le dîner et à bien d'autres moments encore. Elle a reconnu avoir délibérément cherché à me déstabiliser et elle en avait honte. Clara l'a pressée de questions. Elle voulait comprendre ce qui avait poussé Nadia à agir avec autant de cruauté. L'urgence dans sa voix montait, elle perdait patience face à sa sœur. Nadia a hésité, cherchant ses mots. Puis enfin, elle a avoué, elle pensait qu'il n'était pas sûr pour elle de vivre sous le même toit que moi. À cause de ma schizophrénie, elle expliqua qu'elle avait lu des choses sur cette condition et qu'elle était convaincue que je pouvais devenir dangereux. Ses murmures et son comportement étrange n'étaient, en réalité, qu'une tentative pour se protéger en me poussant à chercher un traitement plus intensif ou à quitter la maison. Clara écoutait. Elle ne comprenait pas pourquoi Nadia avait choisi une manière aussi blessante d'exprimer ses inquiétudes. Apprendre que ses actions étaient motivées par la peur n'effaçait en rien sa responsabilité dans cette histoire. Clara inspira profondément, tentant de digérer tout cela. Elle dit à Nadia que, bien qu'elle comprenne sa peur, ses agissements étaient inacceptables. Elle lui demanda si elle réalisait vraiment l'ampleur du mal qu'elle avait causé. Sa voix tremblait lorsqu'elle décrivait la douleur et le stress que cette situation avait engendré pour nous deux. Elle insista sur le fait que la confiance avait été brisée. Nadia, les yeux embués de larmes, s'excusa à plusieurs reprises. Elle exprima ses regrets. Elle admit qu'elle n'avait pas pleinement mesuré l'impact de son comportement et se montra sincèrement désolée pour la souffrance qu'elle avait infligée. Elle promit de chercher de l'aide pour ses propres problèmes et de faire des efforts pour réparer les choses. Après les aveux de Nadia, Clara et moi savions qu'une décision difficile s'imposait. Les actions de Nadia avaient causé beaucoup de douleur et de méfiance. Malgré ses excuses et sa volonté de changer, le mal était trop profond pour être ignoré. Clara prit la décision. Nadia devait quitter notre foyer. Le lendemain matin, elle l'invita calmement à nous rejoindre dans le salon. Nadia avait l'air inquiète, sentant que quelque chose de grave allait être dit. Clara expliqua avec douceur que son comportement avait profondément bouleversé notre vie et que nous ne pouvions plus continuer à vivre avec elle. Nadia écouta, l'air triste et résigné, semblant comprendre les conséquences de ses actes. Puis son expression changea brusquement, de l'inquiétude à la colère. Elle s'énerva, son visage se froissant comme du linge sale. Sa voix monta, pleine de reproches. Elle nous accusa de l'avoir utilisée, puis abandonnée, tout comme l'avait fait son ancien compagnon. Clara resta calme, bien qu'il fût évident qu'elle peinait à garder son sang-froid. La colère de Nadia ne faisait que grandir. Elle affirma qu'elle n'avait nulle part où aller, que nous étions sa seule famille. La tension était palpable, chaque mot creusant davantage le fossé entre nous. Je restais en retrait, tiraillée par un tourbillon d'émotions. Je comprenais sa peur et sa colère, mais la confiance avait été irrémédiablement brisée. Clara, bien que profondément touchée par les paroles de sa sœur, resta ferme. Elle lui expliqua que cette décision visait à préserver un environnement sain et sécurisé pour tous. Les éclats de colère de Nadia ne changeaient rien à cette nécessité. Ces accusations étaient dures à entendre, mais nous savions que nous devions aller jusqu'au bout. Clara ne plia pas. Même si je voyais combien cela lui coûtait de demander à sa propre sœur de partir, elle lui dit que c'était la meilleure chose à faire. Après cette discussion, Nadia monta furieuse dans sa chambre pour faire ses valises. L'atmosphère était tendue et le silence qui suivit son départ pesait lourd. Clara l'aida à préparer ses affaires, dans un calme gêné et tendu. Je restais en retrait, partagé entre soulagement, culpabilité et tristesse. Le départ de Nadia fut bénéfique pour nous. Sa présence n'avait été qu'une suite de tensions, mais il nous attristait tout de même de perdre ce lien familial. Quand l'heure de son départ arriva, Clara l'accompagna jusqu'à la porte. Elle tenta un dernier geste de tendresse, un câlin, mais Nadia la repoussa violemment, la colère encore bien visible sous la surface. Elle se tourna vers moi, et dans ses yeux, je compris qu'elle n'en avait pas fini avec moi. Elle murmura quelque chose, mais je ne parvins pas à comprendre ses mots. Une fois partie, la maison sembla soudain vide. Le silence, autrefois oppressant, devint apaisant. Clara et moi nous sommes alors concentrés sur la réparation de notre relation. Elle coupa tout contact avec Nadia,